Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'algorithme de Gram-Schmidt, du procédé de Gram-Schmidt. Donc vous avez normalement déjà entendu parler, mais je vous propose d'en reparler. Donc comme vous savez certainement, le procédé de Gram-Schmidt, son objectif, c'est dans un espace vectoriel euclidien, donc un espace euclidien, c'est un espace vectoriel, comme vous êtes habitué, avec un produit scalaire. Et on a... Donc soit on prend E tout entier, soit on prend un sous-espace vectoriel F, et on aimerait trouver une base orthonormée de E, ou du sous-espace vectoriel F éventuellement. Une base orthonormée de E. C'est quoi une base orthonormée ? Une base orthonormée, ce serait une famille de vecteurs V1 jusqu'à Vp, telle que, du coup, B est une base de E. Jusqu'ici, tout va bien, ça c'est la partie base. Et orthonormée, ça veut dire quoi ? Orthogonale, ça veut dire que les vecteurs sont 2 à 2 perpendiculaires. Si vous prenez deux VI et VJ différents, alors leur produit scalaire, ça doit faire 0, ils sont perpendiculaires. Et en plus, on veut que B soit une famille normée. Je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé ce terme. C'est-à-dire, on veut que tous les vecteurs soient de norme 1. Et du coup, vous vous rappelez, la norme sur un espace euclidien, c'est la racine du produit scalaire de VI avec lui-même. On veut que ça fasse 1. Donc en gros, on veut que si je fais tous les produits scalaires de VI et de VJ, si c'est 2 fois le même, ça fait 1, si c'est 2 différents, ça fait 0, et que les VI fassent une base, et dans ce cas-là, on a une base orthonormée de E. Pourquoi on veut un truc pareil ? Parce que les bases orthonormées, c'est super facile à utiliser. Par exemple, si U c'est un autre vecteur de E, du coup il doit avoir des coordonnées de U dans la base B. Autrement dit, si U c'est un vecteur de E, U on doit pouvoir l'écrire lambda 1 V1 plus blablabla plus lambda P VP. Et souvent, ça nous intéresse de trouver les lambda I, de trouver les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée. Et en général, pour faire ça, il faut résoudre un système. Et plus vous êtes dans un espace vectoriel de dimension importante, plus le système est gros. Mais si la base VI machin est orthonormée, ça va être super facile. Parce que du coup, si vous calculez, par exemple, le produit scalaire de U avec E1, avec V1, pardon, du coup, ça va être U, c'est lambda 1 V1 plus lambda P VP scalaire V1. Or, le produit scalaire, c'est bilinéaire, donc ça nous fait, en utilisant la linéarité par rapport à la première composante, ça nous fait lambda 1 fois le produit scalaire de V1 avec V1, plus lambda 2 fois le produit scalaire de V2 avec V1, plus blablabla, jusqu'à lambda P fois le produit scalaire de VP avec V1. Et maintenant, on a dit, la base VI, elle est orthonormée. Mais du coup, produit scalaire de V2 avec V1, ça fait 0, parce qu'ils sont perpendiculaires. Produit scalaire de V3 avec V1, pareil, en fait, ils vont tous mourir. Sauf le premier. Le premier, c'est produit scalaire de V1 avec V1, donc c'est la norme de V1 au carré. Donc comme la base est orthonormée, ça fait 1. Et du coup, en fait, tout ça, toute cette expression-là, ça nous donne simplement lambda. Donc la première coordonnée de U dans la base B, elle est juste donnée par le produit scalaire de U avec le premier vecteur. Et en fait, évidemment, vous voyez que ça va marcher pareil avec tous les autres. Si je prends un I quelconque, et que je calcule le produit scalaire de U avec VI, ça va me faire du coup lambda 1 V1 plus blablabla, quelque part là-dedans, il va y avoir lambda I VI jusqu'à lambda PVP, produit scalaire avec VI.
Toujours par bilinéarité, ça me fait lambda 1 produit scalaire de V1 avec VI, plus lambda 2 produit scalaire de V2 avec VI, plus lambda I produit scalaire de VI avec VI, jusqu'à lambda P produit scalaire de VP avec VI. Et ça, c'est qui? Bah, à nouveau, dès que I est différent de J, produit scalaire de VI et VJ, ça fait 0. Donc, produit scalaire de V1 et VI, ça fait 0. Produit scalaire de V2 et VI, ça fait 0. Celui-là, on le garde. Et lambda P fois produit scalaire de VP et VI, ça fait à nouveau lambda P fois 0. Donc, tous ces termes-là, on ne les voit pas. Il nous reste seulement ce terme-là, où ici, on a lambda I fois la norme au carré de VI qui fait 1. Donc ça, c'est finalement tout simplement lambda I. Donc c'est super facile de trouver les coordonnées de U dans la base, dans une base orthonormée. Il suffit de prendre le produit scalaire avec chacun des vecteurs. Une autre application, c'est la projection orthogonale. Donc si vous avez F un sous-espace vectoriel de E, et que vous avez une base orthonormée de F, et seulement dans une base orthonormée, par le même procédé, en fait, vous allez pouvoir montrer que le projeté orthogonal, je ne vais pas rappeler ce que c'est, hein, normalement vous l'avez vu, d'un vecteur U sur F, sinon tant pis, ignorez cette partie-là, et ben ça va être la somme des produits scalaires de U avec EI fois les vecteurs EI. EI, encore une fois, c'est les vecteurs de la base orthonormée de F. Et du coup, à nouveau, c'est très facile à calculer. Un produit scalaire, c'est pas la mer à boire. Peut-être ça vous saute pas aux yeux avec les exercices qu'on a fait, mais avec l'habitude, ça se fait très bien. Et surtout, les ordinateurs font ça très bien. Beaucoup plus facilement que de résoudre des systèmes, comme vous savez si vous êtes en train de voir la décomposition LU ou ce genre d'horreur. Enfin, ce genre d'horreur. C'est le pivot de Gauss, c'est super, mais là, quand même, ça simplifie beaucoup les calculs. Et ça, pourquoi c'est fantastique? Parce qu'en fait, la projection orthogonale, ça consiste à prendre un vecteur U quelconque et à trouver le vecteur de grand F qui est le plus proche de U. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que dans beaucoup de cas, on a en gros un sous-espace vectoriel où vivent les paramètres qu'on comprend bien et un vecteur U qui représente une situation compliquée. Je pense à des statistiques sur des problèmes qui ont beaucoup de facteurs, par exemple. Et du coup, on trouve en quelque sorte le vecteur de F qui approche le mieux le vecteur U au sens du produit scalaire qu'on a choisi. Et en fait, plus précisément, trouver la projection orthogonale de U sur F, c'est le genre de question qu'on se pose quand on veut utiliser, par exemple, des méthodes des moindres carrés en statistique. Et en fait, il y a énormément de questions en mathématiques, et notamment des questions d'approximation en mathématiques appliquées, qui se posent en termes de projection orthogonale. En machine learning, on s'en sert également. Dans tous les cas, dans beaucoup de cas, c'est extrêmement utile. Donc c'est super intéressant d'avoir des bases orthonormées d'un espace vectoriel ou d'un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel. Et donc la question, c'est comment on fait ça? Et bien pour trouver des bases orthonormées, un algorithme qui marche très bien, c'est justement l'algorithme de Gram-Schmidt. L'algorithme de Gram-Schmidt, je me suis trompée là un petit peu, non? Schmidt. Voilà. L'algorithme de Gram-Schmidt, il permet de partir d'une base quelconque, donc ça vous savez en trouver depuis fort longtemps, et de l'orthonormaliser. On va faire ça par une sorte de récurrence. Donc on part d'une base de E ou de F, donc B, c'est une famille de vecteurs, soit c'est une base de E, soit c'est une base de notre sous-espace vectoriel F. Et on va en déduire une base B', de E ou à nouveau de F. B', ça va
va être la famille V1, VP, orthonormée, donc base orthonormée de E ou F. Et on va faire ça par une sorte de récurrence. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va commencer par trouver V1, après on va trouver V2 une fois qu'on aura V1, après on va trouver V3 à partir de V2 et V1, etc. Et concrètement, comment on fait? À chaque étape, on va construire VJ, à la jème étape, on va construire VJ à partir de UJ, donc juste le jm vecteur, et ce qu'on a déjà, V1 jusqu'à VJ-1. Et on va le faire de façon à ce que on a trois conditions. On veut que VJ soit de norme 1, donc produit scalaire de VJ avec lui-même, on veut que ça fasse 1. On veut que pour tout i plus petit que j, donc pour tous ceux qu'on a déjà, on veut construire un vecteur VJ qui est orthogonal à tout cela. C'est un peu le but du jeu. Et enfin, on va vouloir qu'à la fin, on ait une base. Comment on va garantir ça par récurrence? On va demander que le sous-espace vectoriel engendré par V1, patati patata, Vj-1, Vj, ce soit le même que le sous-espace vectoriel engendré par V1, V jusqu'à Vj-1, donc ce qu'on avait déjà, et Uj. Donc en quelque sorte, on a vect V1, patati patata jusqu'à Vj-1, on veut rajouter Uj, et on veut que ce soit la même chose en termes de sous-espace vectoriel engendré, de rajouter Vj et de rajouter Uj. En quelque sorte, ajouter Vj, ça nous donne la même information que d'ajouter Uj. Ou plus précisément, en fait, du coup, si je prends un U dans le sous-espace vectoriel engendré par V1 patati patata jusqu'à Vj, donc lambda 1 V1 plus gna plus lambda Vj-1, normalement là on devrait avoir lambda J Vj, mais puisqu'on a dit que ce sous-espace vectoriel-là était égal à celui-là, on va avoir en fait ici plus lambda J Uj. Tous les vecteurs qui sont combinaisons linéaires des V1 jusqu'à Vj, ils vont être combinaisons linéaires des V1 jusqu'à Vj-1 et Uj. C'est ça qu'on va vouloir. Mais du coup, si on regarde juste celui-là, il appartient du coup à vect V1 Vj-2 Vj-1. Et par récurrence, à l'étape d'avant, on avait construit Vj-1 pour que ça fasse vect V1 jusqu'à Uj-1. Donc là, ça irait jusqu'à Vj-2, Uj-1. Du coup, celui-là, on va pouvoir le remplacer par lambda 1 V1 plus... Non, pas lambda 1, ça va pas être les mêmes du coup. Mu1 V1 jusqu'à Muj-2 Vj-2 Muj-1 plus Muj-1 Uj-1. Celui-là, là, il appartient à lui. Notre hypothèse de récurrence, c'est que lui, ça doit être lui. Donc ça doit être un truc comme ça. Et en fait, du coup, de proche en proche, c'est un peu comme si celui-là, on le remplaçait par Muj-1 Uj-1, puis il nous reste cela avec des coefficients différents, qui à nouveau sont dans vect V1, patati patata jusqu'à Vj-2, qu'on a construit pour que ce soit pareil. Et du coup, en fait, à la fin, U, il va appartenir au sous-espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à Uj. Donc en fait, ce qu'on s'assure, c'est qu'à chaque étape, le sous-espace vectoriel engendré par les J premiers Vj, là,
ça va être le même que le sous-espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à patata Uj. Et du coup, quand on aura terminé, quand on aura fait les P étapes, ben on aura vect V1 patati patata jusqu'à Vp, avec les vecteurs qu'on a construits, ce sera bien égal à vect V1 patati patata, U1 patati patata jusqu'à Up. Et du coup, on aura bien une base du même espace vectoriel ou du même sous-espace vectoriel. À la fin, vect V1 Vp, ça va être égal à vect U1 Up, ce qui nous garantit que les VI qu'on a construits, ils font bien une base. Le contraire serait dommage. Soit de E tout entier, soit de F, selon si les UI sont une base de E ou de F. Donc on a ces trois conditions. Je vais leur donner un nom parce qu'on y fera référence dans la suite. 1, 2 et 3. Et du coup, on va construire V1 qui doit vérifier ces trois conditions. Puis on va construire V2 à partir de U2 et de V1 qui va vérifier ces trois conditions. Puis V3 à partir de U3 et V1, V2 qui doit vérifier ces trois conditions, etc., etc. Et dans la pratique, comment on fait ça? Alors, on va regarder à l'étape 1. À l'étape 1, on veut V1 qui soit de norme 1, qui soit orthogonal au vecteur d'avant, sauf qu'il n'y a pas de vecteur d'avant, on n'a pas de V0. Hein. Donc ça, c'est la condition 1. La condition 2, il n'y a rien à vérifier parce qu'on n'a pas encore de vecteur précédent, donc on n'a pas besoin d'être orthogonal au vecteur précédent. Et on veut que vect U1 ce soit égal, vect V1 ce soit égal à vect U1. Ça, c'est la condition 3. Mais du coup, pour qu'on ait ça et ça, la deuxième, là, elle nous dit V1, il doit appartenir à vect U1, en particulier. Hein. Donc V1, il doit être égal à lambda 1 U1. Il doit y avoir un lambda 1 quelque part, tel que V1 égale lambda 1 U1. Mais du coup, on veut que norme de V1, ça fasse 1. Et norme de V1, là, ça va être valeur absolue de lambda 1 fois norme de U1. Et du coup, la question est, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme lambda 1 pour avoir ces deux conditions? Là, on voit que j'ai deux possibilités. Je peux prendre lambda 1, c'est 1 sur norme de U1, et lambda 1, c'est moins 1 sur norme de U1. Et comme on n'aime pas les erreurs de calcul gratuites, on prend lambda 1 égale 1 sur norme de U1. En général, là, on prend celui qui est positif, même si là, à nouveau, les deux marcheraient. Et on a donc V1, c'est U1 sur norme de U1. Donc on a trouvé V1, on a simplement, en fait, transformé U1 en un vecteur de norme 1. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape. On veut un V2 tel qu'il soit de norme 1, il soit orthogonal à V1, et on veut que vect V1, V2, ce soit pareil que vect U1, U2. Voilà, ça c'est nos exigences, c'est les conditions 1, 2 et 3. Alors il y a un truc qu'on va remarquer ici, en fait on va le faire en deux sous-étapes. Si on a un vecteur W2 qui vérifie les conditions 2 et 3, donc là on a la condition 1, c'est mon accolade là, tac. Ça c'est la condition 2 et ça c'est la condition 3. Et en fait ce qu'on peut remarquer c'est que si on arrive déjà à avoir un vecteur qui vérifie 2 et 3,
Donc il n'est pas forcément de norme 1, mais il est orthogonal à V1, et il vérifie vect V1 W2 égale vect U1 et il vérifie vect... Ah mince, je me suis trompée, pardon. Il faut que vect V1 V2 ce soit égal à vect V1 U2. Pardon, c'est ça la condition 3. Ok, donc si j'arrive à construire un vecteur W2 tel que W2 soit orthogonal à V1 et à vect V1 W2 égale vect V1 U2, alors en fait, on pourra juste prendre V2 égale W2 sur norme de W2. Et dans ce cas-là, V2 vérifiera les trois conditions. Donc si on trouve W2 qui vérifie 2 et 3, alors on peut poser V2 égale W2 sur norme de W2. Et on a, dans ce cas-là, norme de V2, ça va être égal à norme de W2 sur norme de W2, ça va faire 1. Produit scalaire de V2 avec V1, ça va être 1 sur norme de W2 par bilinéarité du produit scalaire, fois le produit scalaire de W2 avec V1. Et comme W2 vérifie la condition 2, ça va faire 0. Et si j'ai une combinaison linéaire de V1 et de V2, bah, ça va être pareil qu'une combinaison linéaire de V1 et de W2, parce qu'il suffira de remplacer V2 par W2 sur norme de W2, et le norme de W2, on le met dans le coefficient. Mais on sait qu'une combinaison linéaire de V1 et de W2, puisque W2 vérifie la condition 3, ça nous fera une combinaison linéaire de V1 et de U2, donc la condition 3 sera vérifiée aussi. Donc pour plus de détails, je vous laisserai regarder la version PDF de cette petite vidéo. Essayez de l'écrire vous-même si vous voulez plus de détails, mais en gros, si vect V1 W2 égale vect V1 U2, alors dans ce cas-là, vect V1 W2 sur norme de W2, disons multiplié par une constante comme norme de W2, ça ne va rien changer. Donc il nous suffit de trouver le W2 qui vérifie ça, et après on n'aura qu'à le diviser par sa norme, et ça nous donnera un vecteur V2 comme on veut. Donc on va commencer par chercher W2 qui vérifie 2 et 3. Donc on cherche W2 qui est orthogonal à V1. Et on veut aussi que vect V1 W2 ce soit égal à vect V1 U2. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier que W2, il appartient à vect V1 U2. Donc W2, il va être égal à alpha fois V1 plus bêta fois U2. Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est que bêta, il ne peut pas être nul. Parce que si bêta était nul, bah du coup, W2, il serait collinéaire à V1. Donc la famille W2, V1, elle serait liée. Donc à la fin, on obtiendrait une famille liée V2, V1. Et comme ça doit être des vecteurs dans notre base, à la fin, ils ne peuvent pas être collinaires, ils ne peuvent pas former une famille liée, sinon, la base, ce ne sera pas une base, puisque ce ne sera pas une famille libre. Donc forcément, bêta est différent de 0, parce que W2 et V1, ils ne peuvent pas être collinaires. W2, V1 doit être libre. Mais du coup, si bêta est différent de 0, ce que je peux faire ici, c'est que je divise tout par bêta. Et maintenant, je me retrouve à chercher W2. Je l'ai divisé par bêta, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, à la fin, je vais multiplier W2 par une constante, donc on s'en fiche un peu de le diviser par une constante maintenant. Donc, on cherche un W2 sous la forme alpha fois V1, et du coup, si j'ai divisé par bêta, je suppose que bêta égale 1. Ah, c'est pas vraiment ça.
j'ai pris cette expression, je divise tout par bêta, et au lieu de chercher W2, je cherche 1 sur bêta W2, ce qui ne change pas grand-chose. Et je l'appelle à nouveau W2, parce que de toute façon, je ne sais pas qui c'est, donc c'est pas très grave de changer d'avis. Ok. Donc on cherche W2 sous cette forme, et il n'y a plus qu'à trouver lambda. Comment on trouve lambda ? On veut que le produit scalaire de W2 avec V1, ça fasse 0. Mais le produit scalaire de W2 avec V1, c'est donc le produit scalaire de lambda V1 plus U2 avec V1. Et ça, par bilinéarité toujours, ça nous fait lambda fois produit scalaire de V1 avec V1 moins plus produit scalaire de U2 avec V1. Or, V1, il est de norme 1. Donc ça fait 1. Ça, c'est la norme au carré de V1. Donc du coup, on doit avoir lambda plus produit scalaire de U2 V1 égale 0. Autrement dit, lambda, c'est moins produit scalaire de U2 par V1 fois rien du tout. Moins produit scalaire de U2 fois V1. Et donc W2, le vecteur que je cherche, et bien maintenant je l'ai trouvé, c'est U2 moins plus lambda V1, c'est-à-dire moins produit scalaire de U2 avec V1 fois V1. Et ça, c'est mon vecteur W2. Et ce qu'on avait dit, c'est que pour avoir... Donc celui-là, on n'est pas sûr qu'il est de norme 1. En général, il ne le sera pas. Et du coup, pour avoir aussi la condition petit 1, on pose V2, c'est W2 divisé par norme de W2. Et si on fait ça, comme on a dit, dans ce cas-là, V2 est de norme 1. On a vu que V2, il est toujours orthogonal à V1, comme W2. Et il vérifie aussi, du coup, vous voyez que si vous divisez tout le monde par la norme de W2 ici, vous obtenez un truc qui va être combinaison linéaire de U2 et de V1, donc vous aurez toujours cette condition-là. Donc si on fait V2 comme ça, il marche. Il vérifie 1, 2 et 3. Nos 3 conditions. Et puis du coup, on continue. Donc on fait l'étape 3, etc., etc. On arrive à l'étape J. Donc là, on fait une vraie récurrence. À l'étape J, on suppose qu'on a déjà construit les J-1 premiers vecteurs. Et on cherche un vecteur VJ tel que sa norme c'est 1. Il est orthogonal à tout cela. Donc produit scalaire de VJ avec tous les VI d'avant, ça fait 0. Et on veut aussi que le produit scalaire engendré par V1 jusqu'à VJ, ce soit le produit scalaire engendré par V1 jusqu'à VJ-1, UJ. Comme précédemment, donc ça c'est mes 3 conditions 1, 2 et 3. Comme précédemment, on va commencer par chercher un WJ. Qui vérifie les 2 premières déjà. Donc qui est orthogonal à tous les VI. Et tel que vect V1, V2, Vj-1, WJ, ce soit égal à vect V1, V2, Vj-1, UJ. Dans ce cas-là, WJ, s'il vérifie cette condition-là, il doit appartenir à l'espace vectoriel engendré par les J-1 premiers et UJ. Donc il doit être de la forme lambda 1 V1 plus gna plus lambda J-1 Vj-1 plus lambda J UJ. Et comme précédemment, lambda J ici, il ne peut pas être nul. Parce que s'il était nul, dans ce cas-là, WJ, ce serait une combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à Vj-1,
Donc WJ divisé par sa norme, qui va nous donner VJ, il serait aussi combinaison linéaire des J-1 premiers, et du coup ça nous ferait une famille liée si on rajoute VJ. Et c'est pas ça qu'on veut, puisqu'à la fin on veut une base. Donc on est sûr que lambda J doit être non nul, ce qui nous permet de diviser par lambda J. Donc on cherche WJ sous la forme, comme tout à l'heure. On divise tout ça par lambda J, et on cherche WJ sous la forme UJ, avec un coefficient 1 du coup, plus alpha 1 V1, plus... Du coup c'est pas les mêmes coefs, mais c'est pas grave, on les connaît pas de toute façon. Alpha J-1, V J-1. De plus, on sait que WJ doit être orthogonal à tous les VI qu'on a déjà. Donc on sait que le produit scalaire de WJ avec V1, ça doit faire 0. Mais le produit scalaire de WJ avec V1, ça doit être le produit scalaire de tout ça avec V1, donc par bilinéarité, c'est UJ produit scalaire avec V1, plus alpha 1 V1 produit scalaire avec V1, plus plus alpha J-1 Vj-1 produit scalaire avec V1. Alors le premier terme, on ne sait pas qui c'est. Par contre, le rouge de la fureur, ça doit faire 1, parce que V1 est norme 1. Produit scalaire de V1 avec V2, ça doit faire... c'est ça. Avec V2, ça doit faire 0. Produit scalaire de V1 avec V3, ça doit faire 0, etc. etc. Celui-là, il fait 0 aussi. Parce que V1, il est orthogonal à Vj-1. Donc tout ça, en fait, ça nous fait juste alpha. Donc alpha 1, ça nous fait juste, à la fin, il reste alpha 1 plus le premier terme. Donc il nous reste WJ produit scalaire avec V1 plus alpha. Et on fait ça avec tous les autres. On sait que le produit scalaire de WJ avec V2, ça doit faire 0. Et si on développe tout, ça va nous faire alpha 2, produit scalaire de UJ avec V2. Et on va avoir une somme comme ça, où le seul terme qui va surnager, c'est alpha 2. Et on fait avec tous les J, tous les VI jusqu'à I-1, qui nous donne UJ produit scalaire Vj-1 plus alpha J-1. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est que pour tout I entre 1 et J, alpha I, c'est moins le produit scalaire de UJ avec VI. Et du coup, on a trouvé tous nos alpha I, et du coup, on a trouvé WJ, vu que c'est le seul truc qui nous manquait ici. On connaît les vecteurs V1 jusqu'à Vj-1 parce qu'on les a construits. On connaît le vecteur UJ, donc il nous manquait que les alpha I, et maintenant on sait qui c'est. Donc WJ, c'est en fait UJ moins V1 UJ fois V1 moins V2 produit scalaire UJ fois V2, etc., etc., moins Vj-1 produit scalaire avec UJ fois Vj-1. Donc ça nous donne notre vecteur intermédiaire WJ. Il vérifie les conditions 2 et 3, par contre il n'est pas forcément de norme 1. Donc pour obtenir un vecteur qui vérifie toujours les conditions 2 et 3, mais qui en plus est de norme 1, on pose Vj, égale WJ sur norme de WJ. Et à la fin, du coup, on aura fait P étapes et on aura trouvé une famille de vecteurs V1, V2 jusqu'à Vp qui sont tous de norme 1, qui sont tous orthogonaux entre eux, puisqu'à chaque fois on les a construits orthogonaux à tous ceux d'avant, et tels que vect V1, V2 jusqu'à Vp, ça soit égal à vect U1, U2 jusqu'à Up.
comme souhaité. Donc ce sera une famille génératrice du même sous-espace vectoriel. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo avec un exemple prochainement pour illustrer ça. Mais du coup, c'est ça l'algorithme de Gram-Schmidt. Une remarque sur l'interprétation géométrique de ce qu'on a fait ici, en fait. Donc, vous voyez, ça, finalement, c'est relativement naturel. À chaque fois, on n'a pas le choix, en fait. À chaque étape, on fait ce qu'on est obligé de faire pour remplir nos conditions. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a une version géométrique de ça. En fait, ça, c'est pareil que... Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit que ça, c'était des projetés orthogonaux. Ça, c'est moins le projeté orthogonal de UJ sur le sous-espace vectoriel engendré par les J-1 vecteurs, V1 jusqu'à Vj-1 qu'on a déjà construit. Donc en fait, pour construire ce vecteur intermédiaire, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le vecteur UJ et on lui soustrait son projeté orthogonal sur le sous-espace vectoriel engendré par ceux qu'on avait déjà. C'est un peu bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que si on considère qu'on a déjà construit, par exemple, V1 et V2, donc vect V1, V2, c'est une sorte de plan comme ça, ils sont orthogonaux, et on veut rajouter un vecteur U3. Sauf qu'on veut rajouter... Plutôt, on veut rajouter un vecteur qui soit orthogonal à V1 et V2, et tel que vect V1, V2, V3, ce soit égal à vect V1, V2, U3. Donc pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'orthogonal de V1, V2. On veut que notre vecteur V3 est là-dedans. Et on va projeter U3, on va écrire U3, pardon, comme la somme du projeté orthogonal sur V1, sur l'espace vectoriel engendré par V1, V2. Donc ça va être lui. C'est ce terme-là, là, tout ça. Et si on fait ce vecteur-là en bleu moins ce vecteur-là en rose, on va obtenir ce vecteur-là. Ça, c'est U3 moins le projeté orthogonal de U3 sur vect V1, V2. Donc en quelque sorte, à chaque étape, on prend notre nouveau vecteur, on l'écrit en deux bouts, le bout qui est déjà dans le sous-espace vectoriel engendré par V1 et V2, et le bout qui est dans l'orthogonal de celui-ci, et on garde seulement cette partie-là. Ça, c'est l'interprétation géométrique de Gram-Schmidt. Si vous n'aimez pas les interprétations géométriques, ignorez ce truc-là. Remarquez simplement que même sans ça, pour Gram-Schmidt, on n'a pas vraiment le choix. Et du coup, si on veut toutes nos conditions à chaque étape, on est obligé de faire comme on fait. Ce qui rend le truc assez naturel. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à plus tard pour une vidéo exemple.